Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 choses à faire avant d'investir en bourse. Investir en bourse est un moyen très puissant de faire fructifier votre épargne. Toutefois, il ne faut pas se lancer avant d'avoir établi des bases solides. Voici donc les 5 bases qu'il faut d'abord mettre en place avant de pouvoir investir. La première chose à faire avant d'investir en bourse, c'est de vous constituer un fonds d'urgence. Comme son nom l'indique, un fonds d'urgence est une somme d'argent que vous avez mise de côté pour faire face à des imprévus que la vie peut vous réserver. Par exemple, une perte d'emploi, une panne sévère de voiture, une maladie grave qui nécessite des frais médicaux imprévus. Tout ce genre de scénarios, ce sont des scénarios qui sortent de l'ordinaire et qui sont donc des urgences. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une somme d'argent mise de côté pour vous permettre d'y faire face. Alors, les experts en finances personnelles vous conseillent de mettre au minimum 3 mois de dépenses mensuelles de côté pour constituer ce fonds d'urgence. Si vous gagnez 1 500 € par mois, cela veut dire qu'il vous faut donc 4 500 € de côté pour faire face aux urgences. C'est de l'argent, encore une fois, que vous ne touchez pas. Ce n'est pas de l'argent que vous utilisez pour partir en vacances ou pour faire les soldes ou pour vous acheter le dernier gadget électronique. Justement, c'est un fonds qui est réservé pour des urgences. Alors, vu que c'est très tentant de dépenser de l'argent lorsqu'on a une petite somme de côté, il faut éviter de garder cette somme sur un livret A. Si vous avez plusieurs milliers d'euros qui sont immédiatement disponibles et faciles d'accès, vous serez plus tenté de les dépenser. Donc, cherchez un moyen de placer cet argent hors de votre vue, on va dire. Donc, je sais que certaines banques, lorsque vous avez plusieurs milliers d'euros d'épargne, ils vous proposent des comptes épargne à ce qu'on appelle aux intérêts. Donc, pour eux, des intérêts plus élevés, ça peut être tout ce qui est plus élevé que le livret A, donc des taux d'intérêt de 1 ou 2 qui reste très minime comparé au rendement du marché, mais qui, pour un fonds d'urgence, suffisent. Comme ça, votre capital fructifiera un tout petit peu, ou du moins, vous serez un peu protégé contre les ravages de l'inflation. Donc, essayez de voir si votre banque peut vous proposer un genre de compte épargne, ou peut-être même, pour ne pas être tenté d'y accéder, vous payez peut-être des pénalités si vous retirez l'argent avant une date précise, ou du moins, essayez de faire en sorte que cet argent ne soit pas facile à dépenser. Donc, la première chose à faire avant de vous lancer en bourse, c'est d'avoir un fonds d'urgence. La deuxième chose à faire avant de vous lancer en bourse, c'est de maîtriser vos finances et de traquer vos dépenses. Donc le plus important dans la vie en général, c'est de vivre en dessous de ses moyens, dépenser moins que l'on gagne. Alors le meilleur moyen de traquer ses dépenses, c'est de suivre son mode de vie, c'est de faire un budget. Et non pas juste faire un budget une fois de temps en temps, mais faire un budget au début de chaque mois pour faire un budget mensuel avec les ressources de ce mois-là. Puisque parfois, il y a des gens qui ont des ressources qui changent d'un mois à l'autre ou des dépenses qui vont changer d'un mois à l'autre. Donc il est très important de faire un budget individualisé pour chaque mois. Le meilleur moyen, le moyen le plus facile de faire un budget, c'est de suivre une méthode qu'on appelle la méthode 60-20-20. Donc c'est-à-dire vous consacrez 60% de vos revenus pour payer le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture. Ensuite, vous réservez 20% de votre budget pour payer ce qu'on appelle vos loisirs, donc toutes les dépenses discrétionnaires, et 20% de votre revenu enfin pour l'épargne et l'investissement. Donc si vous ne savez pas faire un budget, c'est en réalité assez simple, hein. Vous faites un tableau avec 2 colonnes. Une première colonne où vous avez vos différents revenus, hein, que ce soit vos salaires ou si vous touchez des dividendes ou des revenus d'appartements que vous avez en location, etc. Et ensuite, vous avez une deuxième colonne avec vos charges, donc toutes vos dépenses. Donc les dépenses peuvent être des charges fixes, comme le loyer, ou l'électricité ou l'eau, ou des charges variables, comme la nourriture, les loisirs, les vacances, etc. Donc bien évidemment, la première chose qui va vous sauter aux yeux lorsque vous faites ce budget, c'est est-ce que vos comptes sont-ils équilibrés? Est-ce que vous dépensez moins que vous gagnez ou est-ce que vous dépensez plus que vous gagnez? Donc si vous dépensez plus, effectivement, c'est alerte rouge et il faut trouver des catégories de dépenses à réduire ou éliminer. Donc, les charges fixes seront très difficiles à réduire de manière drastique, hein, parce que par exemple, à moins de changer d'appartement ou de pays où vous habitez, votre loyer, ce sera difficile de le faire baisser. Pareil pour l'électricité et l'eau, à moins de changer drastiquement vos méthodes de consommation. Donc, il faut plutôt s'attaquer aux dépenses variables qui, elles, sont beaucoup plus faciles à réduire. Une catégorie où beaucoup de Français dépensent beaucoup d'argent, par exemple, ce sont les cigarettes. Donc, un paquet de cigarettes coûte presque 10 € aujourd'hui et il n'est pas rare que les fumeurs fument, on va dire, un demi-paquet par jour, donc un paquet tous les 2 jours. Donc 15 paquets par mois, multiplié par 10 €, ça fait déjà 150 € ou presque 2000 € par an dépensés rien qu'en cigarettes. Donc la première chose à faire est de réduire sa consommation de cigarettes. Votre santé d'ailleurs vous remerciera plus tard. Donc ça, c'est déjà une chose que vous pouvez faire. Je sais que ce n'est pas facile d'arrêter de fumer. Moi-même, j'étais un gros fumeur avant, mais je savais que je voulais améliorer mes finances personnelles, donc j'ai fait l'effort requis et maintenant je ne fume plus du tout. Ce qui me permet de faire des économies substantielles qui me permettent donc ensuite d'épargner ou d'investir cet argent que j'épargne.
Une autre catégorie où vous pouvez réduire vos dépenses, par exemple, ce sont les achats de vêtements. Donc, je sais que le shopping est une activité qui est très populaire et très agréable aussi, on aime tous aller faire les boutiques, mais par contre c'est une activité qui est très onéreuse si on le fait sans réfléchir. Donc mon meilleur conseil pour réduire vos dépenses en vêtements, c'est de faire vos achats de vêtements en période de solde ou de braderie ou de déstockage. Ça vous permet d'acheter des vêtements de marque à prix cassé et en fait, moi par exemple, je fais mes achats de vêtements une ou deux fois par an en période de forte solde, comme ça je peux acheter des vêtements à de très bons prix. Une autre catégorie où vous pouvez réduire vos dépenses, par exemple, c'est le secteur alimentaire. Donc, vous faites vos courses pour manger chez vous, ça c'est une chose, mais une grosse partie du budget de beaucoup de Français, c'est manger à l'extérieur. Donc, manger au restaurant et manger le midi pendant sa pause déjeuner au travail. Et en fait, si vous dépensez rien que 10 euros par jour, 5 fois par semaine pour un repas du midi, ça fait déjà 200 euros par mois. Si en plus vous mangez au restaurant une fois par semaine et que ça vous coûte 30 euros, ce sera 120 euros supplémentaires. Donc vous en êtes déjà à 320 euros de nourriture en plus de ce que vous mangerez chez vous. Donc moi, ce que j'ai fait aussi pour réduire ces dépenses-là, eh bien, j'emmène mon propre repas le midi au travail, donc que ce soit un sandwich ou un repas préparé à la maison, ce qui me permet d'économiser minimum 10 euros par jour. Et je vous assure qu'à la fin du mois, cela fait une énorme différence dans votre compte en banque. Donc si vous arrivez à vous attaquer à ces domaines-là de dépenses qu'on peut dire superflus, et je n'ai même pas parlé non plus des gadgets électroniques qui sont hors de prix et qu'on achète alors que parfois ceux qu'on a déjà fonctionnent très bien, il faut essayer justement de s'attaquer à ces zones de dépenses-là. Donc je sais très bien que ce n'est pas facile, c'est d'ailleurs très compliqué parce que notre cerveau il est programmé pour, on va dire, avoir la gratification immédiate du shopping. Mais la gratification immédiate, sachez qu'à long terme, c'est un sacrifice sur des rendements futurs de l'argent que vous pourrez mieux investir. Donc, il ne faut surtout pas essayer d'éliminer ces dépenses-là à zéro du jour au lendemain, mais de graduellement les réduire au fur et à mesure du temps. Donc, vous posez des questions. Est-ce que ce que je m'achète me rend heureux? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je souhaite prendre ma vie en main et remettre mes finances sur le droit chemin? Ce sont les questions que vous devez vous poser pour savoir si vraiment la maîtrise des finances et l'investissement, c'est fait pour vous. Parce que si vous investissez, vous avez un plan d'investissement, mais que vous ne vous y tenez pas parce que justement vous n'arrivez pas à réduire vos dépenses, vous ne parviendrez jamais à vos objectifs financiers. Donc la deuxième chose à faire avant d'investir en bourse, c'est de maîtriser ses finances et de faire des budgets régulièrement. On dit souvent qui paye ses dettes s'enrichit, et cela est très vrai. Par contre, sachez que toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Si vous avez une dette, par exemple, qui vous a permis d'acheter un appartement que vous mettez en location ou d'acheter votre résidence principale, cela peut être considéré comme une bonne dette. Nous, on va parler ici des mauvaises dettes, c'est-à-dire les prêts à la consommation ou les prêts que vous contractez auprès d'agences qui vous donnent des crédits faciles à des taux d'intérêt exorbitants. Ça, ce sont les mauvaises dettes qu'il faut chercher à éliminer de toute urgence. Alors pourquoi faut-il éliminer ces dettes-là? Eh bien, tout d'abord, parce que beaucoup de ces… Donc, je vais prendre par exemple l'exemple des crédits contractés auprès des agences spécialisées qui vous offrent des crédits en 24 heures. Eh bien, j'ai vu, donc j'ai pris un site au hasard comme ça sur Internet et j'ai vu qu'ils vous prennent des intérêts. Ils disent nous prenons que 17,9% d'intérêt, ce qui est tout à fait exorbitant, voire usurier. Donc, si vous investissez de l'argent que vous aurez pu utiliser pour rembourser ce prêt-là, même si vous faites des rendements de 7-10%, en fait, ce sera toujours inférieur aux intérêts que vous payez sur ces dettes. Donc, il faut d'abord rembourser toutes vos dettes qui ont un fort taux d'intérêt et ensuite vous vous servirez de cet argent que vous utilisez donc pour rembourser les dettes pour investir. Donc c'est très important, je le répète et je ne peux pas insister assez sur ce point. Premièrement, il faut arrêter de faire des crédits auprès de ces agences-là. C'est tout simplement, c'est presque de l'escroquerie. Je ne veux pas accuser personne de pratiques malhonnêtes, mais on sait très bien que ces agences de crédit sont comme un peu des prédateurs, ils savent un peu à qui s'attaquer, des gens un peu en détresse qui ont besoin d'argent rapidement. Ils vous disent, vous inquiétez pas, on vous fait un prêt à 0%, et puis si vous ratez une échéance de paiement, tout à coup les intérêts ils montent à 17, voire 17%, voire plus. Il y a des agences qui certainement doivent prendre plus. Et cela peut mener à la ruine de beaucoup de personnes, et justement, ce sera une épée de Damoclès qui sera au-dessus de votre tête, et que vous n'arriverez jamais à sortir de ce cercle vicieux de la dette. Donc, premièrement, ne contractez plus jamais de dette auprès de ces organismes-là. Et deuxièmement, si vous en avez, remboursez-les le plus vite possible. La quatrième chose à faire avant d'investir en bourse, c'est de définir vos objectifs. Donc qu'attendez-vous de cet investissement? Les gens investissent pour de nombreuses raisons différentes. Certains investissent parce qu'ils souhaitent financer l'achat d'une maison, d'autres investissent parce qu'ils souhaitent pouvoir payer les études de leur enfant, ou d'autres investissent pour se constituer une cagnotte pour prendre leur retraite ou atteindre l'indépendance financière.
Donc en fonction de vos objectifs, la stratégie que vous mettrez en place sera différente. Donc par exemple, quelqu'un qui est jeune, qui a un emploi stable, sera peut-être plus à même de prendre des risques pour obtenir des forts rendements que quelqu'un de plus âgé qui est à l'approchage de la retraite et qui cherche plutôt à préserver son capital, voire à générer un revenu de ses placements. Donc en fonction de votre profil d'investisseur, votre stratégie va être différente. Et c'est ça qu'on verra dans mes futures vidéos, c'est comment mettre en place des stratégies en fonction de votre profil. Mais c'est quelque chose de très important à faire parce que si vous ne faites pas ça, lorsque vous arriverez sur le marché pour acheter des produits, vous allez avoir une stratégie incohérente, vous ne saurez pas quand acheter, quand vendre, vous ne saurez pas quel produit exactement acheter, ni pourquoi vous l'achetez. Et cela, en fait, vous vous rendrez compte très rapidement que cela aura un effet contre-productif sur votre investissement et que ça pourrait même vous emmener à prendre des décisions irrationnelles et perdre de l'argent sur le long terme. Donc surtout, une chose à faire avant de commencer à vous lancer en bourse, c'est de définir vos objectifs. Enfin, la cinquième chose à faire avant d'investir en bourse, c'est de s'éduquer. Il faut connaître les bases de la bourse. Quelles sont les actions? Qu'est-ce que la volatilité? Qu'est-ce qu'une obligation? Qu'est-ce qu'un ETF? Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? Qu'est-ce qu'un ordre? Comment passer un ordre? Toutes ces choses-là sont absolument essentielles et si vous ne les savez pas, au moins les bases, vous allez très vite vous perdre et prendre des mauvaises décisions. Donc j'aime toujours prendre l'exemple de Warren Buffett et de Charlie Munger qui sont peut-être deux des meilleurs investisseurs de tous les temps. Et donc en ayant regardé beaucoup de leurs interviews, je me rends compte que ce sont des gens qui ont toujours la soif d'apprendre malgré le fait qu'ils ont déjà gagné des milliards et qu'ils ont accompli tout ce qu'ils avaient à accomplir dans le monde de l'investissement. Donc Warren Buffett et ses associés, donc notamment ceux qui sont en train de reprendre la main de Berkshire Hathaway, qui est sa compagnie d'investissement, ils disent qu'ils peuvent passer jusqu'à 12 heures par jour à lire. On parle ici de gens qui ont les meilleurs rendements de tous les temps et qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent. Et ensuite, donc, ils vont parler à des spécialistes de chaque industrie pour comprendre comment fonctionne chaque industrie et quelles sont les tendances d'avenir. Donc ça, c'est très important de toujours chercher à apprendre, puisque d'ailleurs, c'est quelque chose qui est valable pour la vie de tous les jours aussi. Il faut être en phase avec son époque. Comme ça vous permettra de savoir également quels sont les secteurs d'avenir qui vont pouvoir vous offrir des rendements intéressants à l'avenir et donc pouvoir placer votre argent là-dedans. Alors que plutôt que d'investir dans des noms peut-être connus de secteurs qui sont peut-être en déclin, mais déclin progressivement et que vous ne verrez pas venir le jour où il y a une crise majeure dans ce secteur-là, tout simplement parce que vous ne vous êtes pas informé à l'avance. Donc il est très important de toujours rester curieux, de toujours chercher à apprendre plus. Cela vous permettra de prendre des meilleures décisions d'investisseur. Donc apprenez les bases de l'investissement, lisez l'actualité économique, essayez de savoir quels sont les secteurs porteurs d'avenir. Comme ça, lorsqu'il sera le temps d'investir, vous pourrez prendre des choix intelligents. De nos jours, il est très facile de se lancer dans l'investissement en bourse via les nombreuses plateformes de courtage en ligne. N'importe qui peut ouvrir un compte et commencer à acheter des titres quand il souhaite. Le danger avec cela, c'est qu'en fait, tout le monde pense que finalement l'investissement est facile et il ne s'informe pas suffisamment avant de commencer à faire des transactions. Et cela aboutit parfois à des résultats désastreux de gens qui perdent de fortes sommes d'argent, qui se détournent des marchés à tout jamais et qui finalement n'arriveront jamais à faire fructifier leur épargne de manière intéressante. Pour éviter cela, mettez en place les 5 choses que j'ai dites dans cette vidéo et vous verrez que vous partirez sur de meilleures bases. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like pour m'aider à battre l'algorithme YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications. Laissez un commentaire pour commencer une discussion et qu'on puisse échanger des idées. Peut-être que vous avez des choses à rajouter sur la liste dont je n'ai pas parlé. Je serai ravi de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à consulter mon blog en français Liberté Finance. Je mets le lien dans la vidéo puisqu'il y aura cet article. Donc chaque fois que je fais une vidéo, ça renvoie à un article sur mon blog. Vous pouvez aussi consulter mon blog en anglais, startmoney.com, dont je mets la description dans ma vidéo. Et également ma chaîne YouTube en anglais, la chaîne YouTube de Start Money, dont je mettrai la description également, le lien dans la description de cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.